Que la paix soit sur toi, bienvenue sur Muslim Makers, le podcast incontournable pour découvrir et t'inspirer des acteurs musulmans francophones. À travers leurs expériences, nous explorons des trajectoires uniques qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous encouragent à développer notre plein potentiel tout en restant fidèles à nos valeurs. Mais j'arrivais, si tu veux, en première, j'ai des étudiants qui avaient déjà 3 stages, 2 summer school, une aux States, une au Royaume-Uni, si tu veux, par rapport à d'autres étudiants que j'avais eus par le passé ou qui en terminale arrivaient au mois de... souvent avec Parcoursup en janvier, ou limite à la limite de Parcoursup pour les mi-mars, quand tu vois, ça va fermer. Qui n'ont toujours pas d'idée du tout du domaine, de quoi, quelle université, quelle est la différence entre une université, une classe prépa ou un BTS, un BUT. Si tu veux, c'est là où je vois vraiment la différence. Alors, Pour ne rien manquer, abonne-toi à notre newsletter, suis-nous sur Instagram et rejoins notre communauté sur Telegram. Tous les liens sont en description. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Monia. wa alaykoum salam wa rahmatullah, Abdelrahman. Comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast. Donc, ça a été un peu sportif de trouver un créneau là, en plein mois d'août, C'est vrai. avec les déplacements, tout ça. Mais alhamdoulilah, on a pu se trouver un créneau. Là, t'es chez la belle famille, il me semble, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Je suis dans le sud de la France. Donc, Ouais. c'est vrai que c'était assez sportif, mais écoute, merci infiniment de l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Ça a été compliqué. Je crois qu'on avait commencé à discuter de ça il y a plusieurs mois déjà. Donc, plusieurs mois plus tard, voilà, je suis Donc ravie voilà, d'être là et de partager ce moment avec tes auditeurs et toi-même. un plaisir partagé, Monia. Tu vis pas en France, toi, tu vis à Londres, en Angleterre. C'est ça. Pour commencer, je te propose de nous présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais à Londres, et voilà, présenter rapidement ce que tu fais de manière générale. Alors, je suis française, d'origine tunisienne. Je suis aussi londonienne. Je suis une maman, une épouse. Je suis prof. Moi, je me définis professionnellement quand on me pose la question. Je suis prof parce que ça fait 20 ans que j'enseigne, même si l'enseignement a changé pour moi dans la façon dont je l'exerce depuis quelques années. Mais c'est une vraie vocation. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne les étudiants qui visent les grandes universités internationales à construire leur projet d'orientation, à trouver l'école qui leur correspond et à candidater et à obtenir en fait leur admission dans cette école. Génial. Et donc toi, personnellement, tu as fait quoi? Tu as suivi quoi comme cursus? Alors, j'ai grandi dans les Vosges, petite campagne, tu vois, donc j'étais pas du tout, j'ai pas baigné dans le bain des écoles très compétitives, de l'international, j'étais vraiment dans ma campagne, tu vois. Mhm. Euh, mais j'ai quand même senti assez tôt que, je sais pas, il y avait quelque chose quand même, tu vois, quand on parle euh, au niveau des travaux sur la réussite scolaire, les stratégies éducatives, etc. Je sais pas, je pense que personnellement, j'ai senti qu'il fallait que je change de contexte pour évoluer, pour atteindre mes objectifs. Donc, très tôt, en fait, j'ai pas été dans le lycée de secteur. Donc, voilà, j'ai cherché, en fait, d'autres voies assez tôt. Mais j'ai fait une éducation plutôt, on va dire, classique, lycée. À l'époque, c'était filière ES. C'est vraiment les sciences économiques et sociales, c'est une matière qui m'a passionnée, même bouleversée. Tiens, quand tu as 15 ans, 16 ans, tu es fille d'ouvrier et que tu apprends que, en tant que fille d'ouvrier, tu as 5%, 6% à l'époque de chances de faire des études universitaires. Quand en plus tu es issu de l'immigration, on te parle du plafond de verre, de toutes en fait, ces théories de la reproduction sociale. Et ça m'a vraiment bouleversée. Et j'ai décidé de poursuivre un peu. Et moi, il y avait autant l'aspect économie aussi qui m'intéressait que l'aspect sociologie. Donc, j'ai fait un parcours, donc c'était administration économique et sociale. Euh, Ensuite, j'ai fait l'équivalent de ce qu'on appelle aujourd'hui un master en ressources humaines. Mais j'avais aussi cette volonté d'enseigner. Donc, j'hésitais. Donc, à l'époque, tu vois, c'était une petite période de contexte. C'était la mise en place des 35 heures, je me souviens. Et donc, il y avait Mhm. énormément il y avait un besoin en fait de cadre dans les ressources humaines très important. Et là, il fallait que je fasse un choix. Quand j'ai fini mes études, c'était soit j'allais dans l'enseignement, soit j'allais vers les ressources humaines.
qui est un métier enfin, ce domaine m'a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup intéressé aussi. Je me suis dit, allez, on va aller dans l'enseignement et finalement, j'y suis restée. Enfin, ça m'a beaucoup plu. Donc, j'ai commencé par passer le CAPES de sciences économiques et sociales. Ça a été la première fois où j'ai été confrontée à la compétition à ce moment-là, le CAPES, parce que enfin, les examens à la fac, c'est soit tu réussis pas. Enfin, tu vois, c'est la moyenne. Et là, c'est un nombre de places. Donc, l'esprit compétition, concours, etc., j'ai commencé à l'avoir là avec le CAPES. Ensuite, j'ai commencé à enseigner et j'ai dû enseigner à peu près 10 ans. J'ai commencé en Lorraine. Après, je suis allée en région parisienne pour rejoindre mon mari qui travaillait là-bas. Et au bout de 10 ans à peu près, je me suis dit, bon, là, voilà, ça va. Euh, je veux voir plus loin, quoi. Donc, j'ai passé l'agrégation. À l'époque, je visais l'enseignement supérieur. J'avais déjà un peu enseigné dans l'enseignement supérieur. Et là, je voulais un peu un poste dans l'enseignement supérieur. Euh, voilà. Et j'ai passé l'agrégation à ce moment-là. Donc voilà pour le background au niveau des études. Donc, c'était une agrégation en sciences économiques et sociales. Voilà, Ouais. tout à fait. Ok, ça devait être sportif aussi, la Ah ouais, préparation. là, quand je parlais de l'esprit de compétition, enfin l'esprit de compétition, en tout cas, la compétition, euh, le CAPES, ça l'a été. En fait, en sciences éco, à l'époque, en plus, il y avait genre, je sais plus, il y avait, enfin, c'était moins de 10% de réussite pour le CAPES. Mhm. Ça a été dur. Et par contre, l'agrégation, ça a été autre chose. Parce que ouais, ça a été vraiment autre chose. J'ai rencontré d'autres personnes. Je suis allée passer l'agrégation à Paris 1, donc Panthéon-la-Sorbonne. Euh, et je me suis retrouvée en fait avec des étudiants qui sortaient de classe prépa, qui avaient fait Normal Sup, qui avaient un parcours qui a été très compétitif depuis le départ en fait. Ouais. Moi, à l'époque, j'avais deux enfants qui étaient petits. Mes Mhm. enfants, je crois ils avaient 1 an et... Enfin, c'était les deux plus grands, du coup. Ils avaient 1 an et 3 ans. J'enseignais en ZEP. C'était très exigeant. Donc, j'adorais cette partie de mon travail. Mais tu vois, il y a la dimension enseignement en ZEP, mais tu as aussi tout un volant éducatif, conseil qui est beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc, Ouais. j'enseignais. Donc, je m'étais mise à temps partiel. Mais malgré tout, tous les jours, hein, la moitié de la journée, c'était sport. C'était sport à la fois en termes logistiques. Tu vois, le matin, j'allais en cours. Ensuite, j'étais en plus en région parisienne, donc je prenais le train. J'allais à Paris 1 et j'enchaînais toute la journée à la fac. J'avais des super camarades qui me refilaient les cours et tout que j'avais manqué le matin. Je rattrapais donc l'après-midi, j'avais tous les cours à la fac. Et puis ensuite, quand on finissait à 5-6 heures, j'enchaînais, j'allais à la bibliothèque jusque 20 heures, 21 heures et je rentrais. Donc ça a été super sport. Et là, pour le coup, j'avais plus du tout les outils, quoi. J'avais plus du tout les outils. Tout ce qu'on m'avait appris à l'école, ça m'a pas du tout. C'était suffisant pour réussir des études, mais pas du tout pour être parmi les premiers. Mhm. Euh, et puis en plus, depuis, moi, ça faisait 10 ans que j'étais plus à l'école, quoi. Donc, Ouais. mémoriser énormément de choses. L'agrégation, tu sais, donc on avait économie, sociologie, sciences politiques. Donc, 3 matières. Et dans ces 3 matières, on avait, je crois, 3 thèmes. Et dans chaque thème, on avait une centaine de références, des livres, des fiches de lecture, pardon, des livres, des articles à lire. Et donc, et c'est pas juste, on va pas checker si tu les as lus, en fait, c'est pas ça. C'est que de toutes ces références-là, ensuite, le jour de l'examen, tu as une question, juste une petite question, et tu dois aller plonger dans ta Ouais. mémoire pour aller chercher en fait comment construire ton argumentation en allant puiser dans ces références-là. Grave. Sans faire de name dropping, genre ok, je balance tout ce que j'ai lu, c'était pas ça, c'est vraiment le faire à bon escient. Donc là, c'était vraiment capacité de problématisation qui était hyper importante, d'argumentation. Et donc là, à la fois en termes méthodologiques, mais aussi en termes de d'outils, comme je te le disais, de savoir mémoriser, savoir synthétiser, aller chercher l'information la plus efficace. Ouais, ça a été effectivement un énorme, énorme challenge. Je pense que c'était vraiment le challenge de ma vie.
Et comment Quand tu je... as fait pour... tu disais que tu n'avais pas les outils. Comment tu as fait pour réussir? Non, non, effectivement. Alors, au début, j'ai j'ai observé. J'observe beaucoup. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi dans le temps, quel que soit le domaine dans lequel j'évolue. Euh, je pense qu'il y a une période où ça sert à rien d'aller foncer. Regarder comment ça se passe, regarder les autres, comment ils s'organisent, écouter beaucoup. Et là, je voyais des personnes qui avaient déjà, ils étaient dans leur monde, hein, ils étaient comme des Ouais. poissons dans l'eau. Je te disais, les Normaliens, etc. Enfin, tu vois, c'est leur univers. Donc, je voyais, ils allaient à la bibliothèque à telle heure, ils s'organisaient de telle façon. Euh, donc je me suis rendu compte que planifier, ça devenait indispensable. Déjà, j'avais beaucoup de responsabilités par ailleurs. Donc, je n'avais pas le choix. Je ne me définis pas quelqu'un comme qui est. Et encore, hein, tu vois, je suis indulgente avec moi-même parce que je sais que euh, c'est beaucoup le fruit de la socialisation, tout ça. Mais moi, j'étais pas issue d'un milieu où on a des activités très cadrées dès l'enfance. Donc, naturellement, si tu veux, j'avais pas une gestion du temps qui était vraiment très optimale. Mais là, j'avais pas le choix, tu vois, obligation parentale, euh, professionnelle. Donc, j'ai dû m'organiser beaucoup, planifier énormément. Donc ça, la planification, ça a été un enjeu majeur, majeur. Et ça, je le répète tout le temps à mes élèves. Planifier, planifier, planifier. On le fait ensemble même parce que... euh, donc j'ai beaucoup planifié. Comme je te disais, j'ai regardé beaucoup les autres, la façon dont ils fichaient les travaux. Ça a été très important. Beaucoup, 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 beaucoup collaboré. Euh, on a tous quelque chose à s'apporter. Moi, je pense que j'étais plutôt une outsider dans le domaine. Ils étaient tous hyper avancés. Ils avaient tous une expertise, une spécialisation dans l'économie publique, dans la finance. Moi, j'étais plutôt pluridisciplinaire en tant que prof, euh, plutôt plus âgée que les autres. Il y avait un petit groupe aussi de personnes qui étaient déjà profs, en fait. Hein, mais mais voilà, la majorité, c'était quand même des étudiants qui sortaient de master et qui, donc, on a beaucoup collaboré. Chacun a quelque chose à apporter. Donc, en fait, on s'est réparti le travail. Par exemple, sur les thèmes, on s'est réparti les références, on les a divisées, le nombre de références par personne. Chacun s'est inscrit sur un certain nombre de livres. On a fiché, on s'est engagé voilà, à faire ça. Et puis chacun, voilà, on échangeait les fiches. On avait une sorte de pot commun. D'accord. Euh, on se retrouvait régulièrement aussi, les samedis pour faire des dissertations ensemble, comparées. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce que j'ai utilisé pour réussir. Je me suis formée aussi à l'époque là, parce que je me suis rendu compte que, encore une fois, j'avais pas les outils qui me permettaient de... J'avais pas le sentiment que ma mémoire était capable, en fait, d'ingurgiter autant d'informations. Donc, je me suis formée au mind mapping, pour vraiment structurer en fait les idées les plus importantes. Et puis, je me suis formée à la lecture rapide aussi, parce que là, ça devenait un enjeu, étant donné qu'il y avait énormément de livres à Mhm. lire. Et là, je me suis aussi beaucoup, beaucoup intéressée, tu sais, aux sciences cognitives, fonctionnement du cerveau, la gestion mentale, comment finalement utiliser. Tu vois, on est une personne complète, hein. Euh, euh, comment utiliser en fait une approche holistique, euh, à la fois le corps, la tête et le cœur pour atteindre un objectif en fait. Euh, Mhm. donc voilà, je me suis plongée dans tout ça et puis j'avais pas beaucoup de temps donc je pouvais pas partir sur une thèse en sciences cognitives, tu vois, mais j'ai été chercher des outils qui me permettaient à ce moment-là en fait de pouvoir faire face aux défis que j'avais à ce moment-là. Super intéressant. Et du coup, ça t'a été utile, très utile, Très, ces très, outils-là. très, très, très utile. Ça m'a été utile sur le moment. Et Mhm. ça m'a été utile aussi après, parce que c'est des outils que j'utilise encore. Si tu veux, ce mindset aussi, autant je pense que tous ceux qui ont passé des concours très exigeants, l'agrégation en l'occurrence, je pense qu'on détestait le moment. On a détesté le moment. Enfin, je veux dire, enfin, on avait l'impression de détester le moment. En tout cas, c'était tellement dur. Moi, je me souviens de, tu vois, de plats.
c'est sur le coin du bureau à l'arrache, le nombre de sandwichs qu'on a mangé à ce moment-là. Enfin, tu vois, c'était super dur. Enfin, tu vois, veiller pratiquement tous les soirs jusqu'à minuit. Enfin, on a travaillé énormément. Mais c'est en sortant, tu vois, de ces ça fait un peu marketing, je suis désolée, mais tu vois, en sortant de cette zone de confort, en fait, à laquelle tu es habitué, à cette routine dans laquelle tu es, tout ce qui est un peu safe pour toi, c'est vraiment en allant là où tu ne te pensais pas capable d'aller, Mhm. que finalement, je pense que moi, j'ai eu vraiment quelque chose une barrière mentale. Bon, il y a le conditionnement, encore une fois, hein, le milieu, etc., qui fait que tu as l'impression que tu vas être cantonné à certains métiers, mais malgré tout, tu vois, malgré, si tu veux, cette socialisation, encore une fois, le fait d'avoir été dans un concours, tu vois, aussi exigeant, d'avoir travaillé, d'avoir échoué parfois. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu des 5, des fois, les Mhm. profs, ils prenaient des trucs, je me souviens, c'est genre, à la limite, ils me regardaient du type, oh, ah, vous êtes gentil, hein, mais peut-être Mhm. qu'il va falloir arrêter les dégâts là. Ou, enfin, c'est ce que j'interprétais moi-même, hein, tu vois. Et malgré tout, malgré l'échec, se dire c'est pas grave, c'est qu'une étape. Ce qui compte, c'est la fin. Euh, et ben, si tu veux, même aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, j'ai peur de beaucoup moins de choses. J'ai peur de beaucoup, beaucoup moins de choses, tu vois, professionnellement. J'ai moins peur de l'inconnu. Et surtout, 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 tous ces outils-là, comme je te le disais, et surtout cet état d'esprit, euh, j'essaye au maximum de le transmettre autour de moi, notamment à des personnes qui viennent de ce background-là, tu vois, parce que je sens la Mhm. différence. Je travaille avec des jeunes, des lycéens qui sont issus de milieux très, 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 très favorisés, souvent, mais je travaille aussi avec des lycéens. J'ai travaillé souvent quand j'étais en France, en ZEP, mais aussi là aujourd'hui avec des lycéens qui sont issus de milieux beaucoup moins favorisés et qui ont l'impression qu'ils ne sont pas à leur place, en fait, Mhm. ils n'ont pas la légitimité en fait pour aller dans ce type d'école, dans ce type de domaine, que les autres sont meilleurs. Et donc, je les aide aussi à déconstruire ça, tu vois. Ouais. Et cette expérience, tu vois, c'est pas juste sur le papier. Le fait d'avoir vécu moi-même cette expérience, je sens aussi que c'est plus parlant pour eux. Tu vois, je me mets à leur place et finalement, je pense que j'arrive à trouver les mots aussi pour leur montrer que c'est possible. Très bien. Et donc ensuite, donc tu es toujours en France. À quel moment tu t'es expatrié à Londres? C'était pas longtemps après ton agrégation? C'est ça, c'est ça. Je suis quelqu'un, je vais pas dire que je m'ennuie vite, mais je suis très très curieuse. J'aime, voilà, quand je fais quelque chose, me fixer un objectif, j'aime voilà, le faire et puis me donner, euh, travailler beaucoup pour cet objectif-là. Donc déjà, si je reviens sur la partie début de l'enseignement, donc moi j'ai enseigné, je pense, dans différentes zones et ça m'a vraiment passionnée. Tu vois, j'ai commencé, comme je te disais, moi je suis originaire des Vosges. J'ai commencé mon premier poste. Alors au début, j'ai enseigné à Metz, lycée de centre-ville, messin, plutôt bourgeois. Voilà, donc j'ai appris à enseigner. J'ai été très bien formée par mes tuteurs à l'époque dans le lycée. C'était voilà, très intéressant. Ensuite, je me suis retrouvée en Meuse pour mon premier poste de titulaire, Mhm. poste fixe. Donc, si tu veux, la Meuse, c'était pas tellement ce que j'envisageais. Enfin, si tu veux, un des Oui. départements les moins peuplés de France, vraiment la vraie campagne agricole. Alors là, j'ai vraiment découvert, enfin, si tu veux, je pensais savoir ce que c'était la ruralité dans les Vosges, mais là, la Meuse, c'était encore autre chose. Mais finalement, c'était intéressant, puisque là, si tu veux, tu sais, on a cette philosophie où il se peut que vous détestiez quelque chose et que ce soit un bien pour vous. Et là, si tu veux, moi, j'avais une application totale. Parce que je me suis dit, la Meuse, qu'est-ce que je vais faire dans la Meuse? Et je me suis retrouvée là-bas et j'ai rencontré bah, des amis qui sont devenus de la famille et qui restent les plus proches, qui m'ont beaucoup aidé, inspiré, etc. Professionnellement, ça a été aussi super, voilà, super intéressant. Euh, donc là, c'était une cité scolaire. Donc, tu vois, il y avait la partie collège, lycée. Et ensuite, j'étais en région parisienne, dans l'Académie de Versailles, dans une ZEP. Pareil,
peu peur au départ. Je me suis dit, tiens, je connais pas du tout. Et là, ça a été génial. Vraiment, génial. J'ai vraiment adoré. Je pense que pendant toutes les expériences que j'ai eues à ce moment-là, je trouve que, tu vois, je veux dire, ta mission, elle prend tout son sens. Que ce soit, tu vois, dans des campagnes rurales où l'école, c'est super important que ce soit pour les personnes qui veulent rester dans le milieu rural, agricole, dont les parents ont une exploitation agricole et qui ont besoin, tu vois, d'aller faire des études pour reprendre l'exploitation, faire de la gestion, etc. Ou que ce soit, tu vois, dans les ZEP. Là, j'ai vraiment senti en fait tu vois, la vocation de l'enseignement. Et donc là, en ZEP, ça a été hyper intéressant. Je suis tombée sur une équipe hyper dynamique et j'ai eu la chance en fait d'intégrer. On a lancé la première promo ZEP Sciences Po. Enfin, Ok. c'était parmi les premières promos, mais en tout cas dans l'établissement, c'était notre première promo. Donc on avait un partenariat avec Sciences Po, donc tu vois, ça date, hein. Euh, pour mettre en place en fait un programme de préparation pour nos étudiants pour postuler donc pour Sciences Po. Et donc là, tu vois, j'étais encore très jeune prof. Et donc voilà, j'ai adoré à la fois ce programme-là. Donc il y avait ce programme, hein, on parle souvent de ce programme-là, mais il y en avait d'autres, hein. Et puis après, il y avait les missions d'enseignement à proprement parler, où tu n'es pas que enseignant, tu sens que tu es aussi mentor, tu es aussi un, un, un- un modèle. Surtout quand les jeunes sentent que tu n'es pas trop loin en termes de background par rapport à eux. Tu vois, ils Mhm. s'identifient facilement, il y a une communication qui se fait assez facilement. Et donc, voilà, donc j'ai eu tout ce parcours-là en France. Et voilà, donc 10 années très, très, très riches. Mais au bout de 10 ans, je me suis dit, j'aimerais bien voir autre chose. C'était intense quand même aussi, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh, Mhm. et l'enseignement commençait aussi à changer. Et moi, rien qu'en 10 ans, tu vois, j'ai vu, tu vois, des pressions de plus en plus importantes, des moyens qui réduisaient, qui diminuaient, des impératifs, une pression, en fait, hiérarchique plus importante. Euh, bon, on sentait la dégradation quand même. Et je me suis dit, Mhm. bon, par sécurité pour moi, mais aussi pour voir ce que ça peut me donner. À ce moment-là, je pensais pas forcément, tu vois, je pensais à l'enseignement supérieur, mais je pensais pas forcément à bouger, en fait. Donc là, c'est là que j'ai passé l'agrégation. Et puis, ouais, non, franchement, encore une fois, hein, ça a été vraiment une transformation pour moi, l'agrégation, en termes de mindset, où là, tu sens que les frontières, il y a beaucoup de frontières mentales en fait. Donc peut-être il y a un univers là que je connais pas, que je pourrais aller explorer. Donc là, j'ai commencé à regarder d'autres choses pour l'enseignement supérieur, mais pourquoi pas aussi l'international. Donc au départ, ça devait s'inscrire dans une mobilité internationale avec l'Académie de Versailles. Et encore une fois, d'une année à l'autre, tu as de la visibilité. Finalement, le programme, il se fait plus. Et finalement, je me suis dit, bon, bah écoute, si ça peut pas se faire dans ce cadre-là, je vais y aller moi-même, toute seule. Et voilà, peu de temps après, on est parti avec ma famille en se disant, on va voir ce que ça donne, on va explorer, on va peut-être rester. Ah oui, et puis, tu vois, comme je te disais, il y a des étudiants, des étudiantes, notamment du lycée où j'enseignais. Moi, j'étais jeune prof à l'époque. Enfin, je sais pas, j'avais commencé, peut-être, quand je suis arrivée en région parisienne, j'avais peut-être 26, 27 ans. Donc, les étudiants qui avaient 17, 18 ans, certains qui étaient passés par le programme pour Sciences Po, qui avaient été à Sciences Po ou pas, d'ailleurs, on a pas mal, on est resté en contact. Euh, et beaucoup me disaient, quand je disais, oh tiens, les projets, pourquoi pas, et beaucoup me disaient, ah, si tu veux y aller, vraiment, c'est pour tes enfants, par exemple, ce serait vraiment une grosse épine que tu retires de leurs pieds de partir. Je me souviens, c'était une de mes anciennes étudiantes qui m'avait dit ça, qui elle avait eu un parcours justement en Angleterre notamment, euh, pour la langue, pour l'ouverture culturelle. Et donc, je me suis dit, bon, bah, ouais, pourquoi pas, là, y aller, on va voir, 2 ans, 3 ans, et puis après, on verra. Et puis finalement, voilà, on est parti. Euh, et donc, au départ, j'étais plus en mode observation, j'ai commencé à donner quelques cours. Mhm. Euh,
Et voilà, et puis finalement, mon programme, il s'est fait petit à petit. Mon activité, en fait, elle s'est faite petit à petit, au départ, avec des cours de sciences économiques et sociales. Oui. Euh, euh, voilà. Après, j'ai eu un poste dans un lycée international qui avait le programme français pour la partie française, donc, mais c'était un lycée international, donc ça, c'était très intéressant aussi. Encore une fois, un autre Mhm. profil d'étudiant auquel enfin, que je connaissais moins. Donc j'étais dans ce lycée. Et donc, comme j'étais moins dispo par rapport à ces obligations d'enseignement avec un full-time, euh, là, en fait, au départ, j'avais réfléchi au fait de mettre en suspens mon activité. Euh, et en fait, alors pour une petite partie de contexte, c'était la période du Covid. Et donc le Covid, en fait, si tu veux, ça a été une grosse, enfin si tu veux, ça a été un défi très important pour tous les entrepreneurs. Mais pour moi, ça a été encore davantage parce que moi, je ne faisais pas du tout du online. Pour moi, tout était en présentiel et ça reposait que sur moi. Donc, si tu veux, à la fois le côté Covid et à la fois le côté, bah, j'avais moins le temps, etc. Et là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer? Je commençais à entendre parler de Zoom, tout ça. Enfin, si tu veux, c'était pas mon domaine, mais Oui. euh, et là, je me suis dit, bah, tiens, ça peut être une super opportunité parce que déjà, ça me fait gagner du temps. Mais en plus, là, je vais pouvoir solliciter des personnes que je connais, hyper compétentes, mais qui sont pas là tout de suite, là à côté de moi au UK. Ça peut être des personnes en France ou ailleurs avec qui j'avais travaillé par le passé. Et là, on va pouvoir vraiment faire un vrai gros programme, quoi. Pas seulement avec les sciences éco, avec les sciences éco, mais aussi avec toutes les autres matières importantes pour réussir le bac et puis préparer en fait la transition vers l'enseignement supérieur. Voilà, et donc voilà, un peu pour le contexte. Toute la question au départ, c'était donc voilà, je suis en France, dans quel contexte le Ouais. départ se fait? Voilà, ça se fait dans ce D'accord. contexte-là. Et les premières années, ça a été ça. Ça a été au départ un programme qui reposait sur moi, solo, SES, juste accompagnement pour les élèves dont les sciences éco étaient la matière principale. Et puis après, c'est devenu un programme online et pluridisciplinaire. Les élèves, ils viennent plutôt pour obtenir une école directement et ils veulent un soutien ou ils viennent juste pour le soutien ou un peu des deux. Bah, en fait, c'est vraiment les deux. Au Ok. départ, effectivement, enfin, si tu veux, au départ, ma boîte, ça s'appelait Let's Talk Eco Tutoring. Mhm. Tu vois, Let's Talk Eco parce que je faisais de l'éco et puis ça correspondait à ce moment-là à ce que je faisais, l'éco. Et après, le côté ENCO, hein, on dit, c'était pour les autres matières, mais pour du tutoring. Et puis petit à petit, bah, c'est vraiment les compétences qui sont devenues centrales. Si tu veux, nous, notre focus, ce sont les compétences, que ce soit académique, que ce soit les compétences transversales. Euh, et donc, et c'est pour ça que j'ai changé le programme. Maintenant, ça s'appelle Soft Skills. Et comme au départ, effectivement, la demande, c'était sur du soutien scolaire, du genre, voilà, je sais que je veux viser, par exemple, tu vois, l'étudiant classique qui veut viser, je prends l'exemple d'un des premiers étudiants que j'ai accompagné. Euh, Sa maman me contacte, me dit, il n'avait pas encore d'idée super précise de ce qu'il voulait faire en termes d'études, mais il voulait faire voilà, des études. Il avait déjà fait des summer schools à Columbia, etc. Donc voilà, c'est ce type d'institution qui lui plaisait. Mais en même temps, ben, en sciences éco, il décollait pas du 12. C'était autour du 12 et puis 14 maximum. Et il ne comprenait pas. Pourtant, quelqu'un qui lisait énormément, qui avait beaucoup de culture générale, énormément de culture générale. Euh, du coup, bon, bah, j'ai identifié quels étaient ses besoins. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait beaucoup de culture générale, mais pour, euh, si tu veux, argumenter efficacement, synthétiser, et puis ensuite donner une réflexion cohérente, en fait, qui ne va pas dans tous les sens, avec un fil conducteur, une problématique, ça lui manquait un peu. Donc, on a beaucoup, beaucoup travaillé sur ça. Euh,
On a travaillé sur la qualité aussi de ses connaissances, hein, le fait d'être sûr d'avoir les bonnes ressources. Et puis, mais ensuite, quand ça s'était fait, et puis parce que tu veux, cet élève-là, très rapidement, il est passé à 18 de moyenne. Et, mais vraiment super rapidement. Si tu veux, en vrai, l'objectif, il était atteint. Sur les sciences éco, il n'avait plus besoin de moi. Mais sa mère, elle m'a dit, bah écoute, on continue, quoi. Ça se passe très bien. Et elle était ouverte à tous les conseils que je pouvais lui donner sur. Je dis, bon, bah ok, d'accord. Bah tu vois, là, par exemple, dans AGGSP, c'est une autre spécialité du bac. Donc, c'est histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Je dis là, pour lui, comme il est très intéressé par la science po, c'est majeur. Donc, je pense qu'il va falloir aussi qu'on s'assure qu'il maîtrise bien parce que, en fait, bah, tout, ces challenges qu'il avait, tu vois, au niveau de l'argumentation, etc., on le retrouvait aussi en histoire. Donc là, il a bossé avec une de mes collègues. Et puis ensuite, il a fallu travailler sur les candidatures. Euh, et en fait, c'est pour ça que moi, mon programme, il s'est vraiment fait avec les étudiants. Donc, encore une fois, au début, c'était du tutoring. Mais après, je me suis rendu compte que, tu vois, j'avais un profil d'élève. C'est pas que. J'ai aussi des élèves qui viennent parce qu'ils sont en difficulté ponctuellement, etc., puis qui veulent un coup de pouce ponctuel. Mais j'avais beaucoup d'élèves avec le profil de cet élève qui ont un objectif, qui est une grande université, qui parfois ont une matière qui est un peu en dessous, donc qui viennent à la base pour cette matière, mais qui très rapidement, on commence à... Parce que moi, encore une fois, j'ai une approche vraiment holistique. Donc moi, et c'est pour ça que les parents parfois sont surpris. Ben, genre, j'ai besoin d'un cours de français, par exemple. Je dis, ok, ben, on va discuter. Et puis, je pose plein de questions sur que veut-il faire, qu'est-ce qu'il a déjà fait, est-ce qu'il fait partie de clubs, d'associations. Enfin, tu vois, au départ, ça les surprend, mais en fait, voilà, ils adorent après parce que ça, eux-mêmes, ça leur donne une connaissance, ça leur permet de retracer en fait un peu le profil global de leur enfant. Et puis après, en fait, on fait le parcours par rapport à ça. Donc, si tu veux, le tutoring, oui, c'est une clé enfin, c'est une clé d'entrée. Parfois, on va travailler que ça, mais on regarde quel est l'objectif global. Et puis ensuite, bah, si des parents viennent pour du tutoring et qui me disent non, non, nous, vraiment, on veut que du tutoring, tout le côté trouver l'école, développer les compétences, etc., ça c'est bon, ça, ok, Mhm. pas de problème. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment cette approche globale où dès le départ, le premier entretien, je fais une sorte d'audit. OK, donc il a ce projet-là, il en est là. Ça, c'est très bien, ça, c'est très bien, ça, c'est très bien. Je pense qu'il faudrait travailler sur tel point, par exemple, telle matière, donc le tutoring. Il faudrait peut-être aussi travailler sur l'enrichissement, ce qu'on appelle extracurricula, tu vois, les activités que tu fais par ailleurs pour le dossier. Euh, voilà, donc je fais des recommandations et puis après, les familles, elles prennent ou pas. Après, j'en ai d'autres où, au niveau des matières, voilà, ça se passe euh, vraiment euh, extrêmement bien. Pas du tout besoin de soutien, d'accompagnement, même si nous, c'est pas vraiment du soutien, en fait. C'est vraiment, on essaye d'aller plus loin aussi que ce qui est fait en classe pour les préparer pour le supérieur. Mais parfois, voilà, il n'y a pas besoin. Ils ont déjà travaillé par eux-mêmes, ils passent beaucoup de temps à faire ça. Mais la famille vient parce que bah, il faut faire la candidature pour, je sais pas moi, Impérial Collège, par exemple. Il faut faire la candidature. Donc, il y a le personal statement, qui est un essai, tu vois, c'est très cadré, c'est 4000 caractères, où l'étudiant doit... C'est un concentré de qui est l'étudiant, en fait, de ce qui s'est fait. Donc, bah, on aimerait de l'aide pour faire ça. OK, ben on va travailler sur ce côté-là, le côté Préparation de dossier en quelque sorte. élaboration. Voilà, c'est ça, préparation du dossier. Et puis Mhm. après, il y a une partie mais si tu veux, c'est complètement relié en fait. Tout est relié. Euh, c'est pour ça que moi, je propose tout. Il y a aussi une dimension de mon travail qui est un peu entre ces deux aspects, l'aspect académique et l'aspect candidature. C'est les tests d'admission. Par exemple, là, en ce moment, là, je suis en plein dans l'accompagnement d'étudiants pour, alors il y a l'ESAT et le TMUA, ce sont des tests pour intégrer les filières scientifiques, filières d'ingénierie, et puis aussi certaines filières en computer science ou en économie. Certaines universités en fait demandent ces tests-là, qui vont être soit obligatoires, soit fortement recommandés. Et donc là, j'ai mis en place un programme avec des mentors de ces grandes universités pour préparer à ces tests d'admission. Et en Mhm. fait, si tu veux, ces tests d'admission, bah, tu vois, ils vont être très importants, mais finalement, ça sert à rien d'avoir le test d'admission
super bien réussi si au final ton personal statement, il est pas de qualité. Ça C'est doit être dommage. de qualité, en C'est fait. vrai. Voilà, et c'est pour ça que je propose, encore une fois, après c'est un choix, la famille va vers ça ou pas. Je propose qu'en plus du test, j'ai une formule où on fait l'accompagnement au test plus accompagnement aux candidatures. Et c'est le même mentor en général qui va, euh, qui va du coup accompagner l'étudiant. Euh, et c'est plus facile aussi. Parce que tu vois, il le connaît, il sait que là, je ne sais pas, moi, sur le côté géométrie ou voilà, ils ont travaillé ensemble, il le sent particulièrement fort. Du coup, il va l'aider, l'encourager à vraiment faire ressortir ça dans son personal statement. Mm. Et du coup, là, il va parler d'un projet qu'il a mené qui lui a permis d'utiliser ces connaissances-là et puis ce qu'il est vraiment impatient de faire à l'université pour encore développer son goût pour ce domaine spécifique des maths ou de la physique. Et du coup, je pense, la majorité des élèves en France ou même à l'étranger, il peut y avoir des parents ou des enfants qui aimeraient que leurs enfants puissent atteindre de grandes écoles, mais sont parfois pas accessibles. Est-ce que tu recommandes quand même d'essayer voilà, de monter des dossiers, d'essayer de postuler, ou bien c'est pas la peine, quoi, faut le laisser de côté et puis essayer de viser, enfin, juste aller dans les universités ou les écoles gratuites, tout simplement. J'ai envie de dire que c'est quand même assez difficile de dire que c'est pas la peine. Moi, j'aimerais, hein, enfin, tu vois, moi, je suis passionnée de sociologie de l'éducation, des inégalités sociales de réussite scolaire, et j'aimerais te dire, euh, non, c'est juste un système parallèle pour de l'élitisme, et en fin de course, ça fait pas de différence. Ça fait une différence. Et si tu veux, c'est là où les inégalités, elles se font dès le départ. Et la première, enfin, si tu veux, la formation initiale. Même si après, tu vois, la formation professionnelle et tout, ça peut faire. La formation initiale, elle est capitale sur l'avenir, en fait. Et donc, moi, je recommande de viser ces écoles, même si c'est très dur, que ce soit psychologiquement, je pense qu'il faut être bien entouré, que ce soit financièrement, c'est un gros, gros, gros défi, tu vois. C'est un gros investissement. Maintenant, ça reste un investissement. C'est un investissement. C'est-à-dire que chaque année d'études supplémentaires, et en plus c'est qualitatif, plus ça va te rapporter, mais sur toute la vie, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui en sont conscientes et qui font, tu vois, cet investissement, mais tout le monde ne peut pas le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. Et puis, il ne faut pas le faire n'importe comment non plus. Donc, la première chose que je recommanderais, déjà, c'est bien se renseigner. Enfin, ne vous dites pas, oui, je suis prête. Tout le monde, enfin, moi, je me souviens à l'époque, hein, mon père, je recevais de la com d'école de commerce. Mes parents étaient ouvriers tous les deux. Ils me disaient, si tu veux le faire, on fait le nécessaire. Bah, tu vois, je pense qu'ils se seraient mis en danger pour faire ça pour des écoles dont je savais qu'elles n'étaient pas non plus exceptionnelles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà bien se renseigner, savoir si ça vaut la peine, quel est le réseau derrière, etc. Maintenant, après, dans les écoles, dans les meilleures écoles, euh, il y a des processus de bourse, en fait. Dans toutes les écoles, après chacune a un nom spécifique, mais même que ce soit HEC, que ce soit, elles ont un processus spécifique en fait pour les élèves issus de milieux modestes, pour une prise en charge en fait partielle ou totale des frais de scolarité. Maintenant, effectivement, j'ai envie de dire que pour ces parents-là et ces étudiants-là, ce qu'il va falloir viser déjà, c'est être sûr que le dossier il est béton, quoi. Parce que ça, tu peux Mm. le. Malheureusement, ils n'ont pas le luxe de se dire, bah, je vais postuler quand même, même si c'est moyen, en fait. Parce qu'ils ne Mm. vont pas avoir ces bourses-là. Maintenant, tu vois, moi, ce que je recommande, c'est d'aller se renseigner dans les écoles directement. Euh, au Royaume-Uni, il y a un petit peu. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé. Il y a énormément de fondations privées qui donnent des bourses aussi. Mhm. Et donc, se renseigner sur les fondations privées. Moi, j'avais une étudiante, par exemple, bon, finalement, qui n'a pas pu, il y avait un critère qui n'allait pas, etc. Moi, je ne m'occupe pas des bourses directement, mais bon, voilà, je conseille hein, les élèves sur la façon de faire les dossiers, etc. Elle est d'origine syrienne et il y avait une bourse spécifiquement pour les jeunes filles de certains pays. Donc, il y avait notamment Palestine, Syrie, Liban. Euh, donc, c'était par une fondation spécifique. Donc, elle avait postulé. Donc, il y a beaucoup de ce type de fondation, en fait. Mm. Euh, Fondation, moi, je connais un jeune Français là, qui va à Harvard. Il est passé par une fondation française.
Mhm. Euh, voilà, vraiment se renseigner. Souvent, quand ils sont déjà à l'université par le biais de l'école, il y a quelques informations. S'ils sont dans l'enseignement secondaire, c'est un peu plus complexe parce que c'est plus difficile. À part sportif de haut niveau, c'est rare quand même d'avoir des réalisations qui, Ouais, va être reconnu et que l'école va finalement te donner la bourse. Mais voilà, ça vaut la peine de se renseigner si on a déjà une idée de ce qu'on va faire. Mais souvent, le problème, c'est que les élèves ou les parents ne savent pas. En fait, souvent, ils ne sont pas issus même de ces écoles. Les ouais, parents ne savent pas où, quoi, comment. Et du coup, je pense qu'avant de faire cette recherche de bourse, il faut peut-être savoir quel est le projet, en fait. Quel est le exactement. meilleur Ouais. projet. Après, Ouais. maintenant, je peux recommander aussi, si tu vois, ton audience, elle est plutôt francophone en France, euh, pour les très bons élèves, c'est pas fait pour tout le monde, euh, mais les très bons élèves, les classes prépa, par exemple, tu vois, tu as 2 ans, tu es très, très bien encadré. Euh, Ça, 2 ans où, voilà, financièrement, ben, c'est le coût d'une scolarité en lycée, finalement. Tu as les mêmes coûts. Sauf l'internat, éventuellement, ça dépend tu te trouves. Euh, Passer par là, ça peut être une bonne voie. Euh, ce que je conseille aussi, moi j'ai des familles aussi qui, voilà, qui n'ont pas des revenus très importants, mais dont l'enfant veut vraiment avoir une carrière dans la finance, dans un milieu très spécifique, et on sait que c'est un certain nombre d'études. Là, je leur dis, la stratégie, elle va plutôt se faire ensuite dans l'ordre des écoles. Peut-être que plutôt que de viser les States avec des universités euh, à 60 000, l'équivalent de 60 000 euros l'année, sur 4 ans, bah, peut-être qu'on va plutôt aller vers une université, je ne sais pas moi, suisse, canadienne, euh, euh, française, avec un bon programme. Envisager déjà l'université qu'on vise dans un premier temps, quels sont les partenariats qu'elle a aussi avec Ouais. ces universités britanniques ou autres. Et là, le faire, moi j'ai une élève là qui est au Royaume-Uni, donc elle paye les frais britanniques, l'équivalent, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vois, tu as les frais internationaux, les frais Mhm. des home students. Donc c'est 10 000, à peu près 10 000 pounds l'année. Et en fait, son université, a un partenariat avec une grande université américaine. Donc, si tu veux, elle continue à payer les frais Ouais. britanniques, et elle va avoir à la fois le logo, on va dire, hein, et Les le deux, ouais. réseau Ouais. des deux, Ouais. exactement. Je pense qu'il y a aussi des stratégies à faire à ce niveau-là. Allez Je suis voir dans d'accord quel avec ordre. toi. Il y a beaucoup de personnes qui vont viser, pardon, voilà, qui sont dans des universités classiques ou des bonnes universités, la Sorbonne, Paris-Dauphine, etc., qui ont des très gros programmes d'échange, Excellente université. qui coûtent pas Exactement. grand-chose pour y C'est accéder. ça. Et C'est après, ils ça. vont faire 6 mois d'échange, un an. C'est ça. Ça va pas leur coûter grand-chose avec une Ils petite vont bourse. bénéficier de ce réseau. Ils vont Voilà. bénéficier de ce réseau d'alumni, du réseau de l'école. Surtout que Et parfois, souvent du double diplôme ou au souvent, tu as le moins, double bah, ouais. diplôme, c'est ça. Ouais. Exactement. Ouais. Souvent, tu as le Ouais. double diplôme. Donc ça vaut la peine, si tu veux, les scholarships, c'est une voie. Mais encore une fois, j'ai dit, c'est difficile pour un élève qui rentre tout juste dans l'enseignement supérieur, c'est un peu Hum. complexe. C'est complexe. Donc peut-être qu'après, il y a une stratégie aussi à faire. Tu vois, j'en parlais là très, très récemment à une amie qui me parlait d'une proche qui allait faire une université américaine et que c'était excessivement cher, etc. Je dis, bah, écoute, moi, c'est dommage, c'est pas ce que je lui aurais recommandé par rapport à ce qu'elle veut faire. Moi, je lui aurais plutôt recommandé de faire une université, bah, même canadienne, parce que là, elle était au Canada, euh, ou française, parce qu'elle est d'origine française, et puis après, plutôt partir vers le master, en fait, ou Ouais. une des années vers un échange, parce que là du coup, enfin, tu vois bien, bah, tu comprends, tu sais, quand on te dit qu'à 40 ans, beaucoup n'ont pas encore remboursé leurs prêts étudiants aux États-Unis, bah, tu comprends. Là, c'est vraiment très. Ouais. Je pense qu'il y a voilà, faut faire la part des choses. Certes, ces universités peuvent offrir beaucoup euh, en termes de réseau, en termes de connaissances, mais tu peux faire cette même université que tu souhaitais, mais dans un autre sens, en fait. Je pense que c'est l'approche, je pense, la plus simple en réalité. Ouais, Parce que déjà, souvent, de partir directement après la terminale, c'est souvent un peu tôt.
sortir du c'est cocon ça. familial. Et puis, en réalité, ça apporte pas énormément de valeur ajoutée de faire 1 an ou 3 ans, en fait. Tant que tu as le double diplôme ou bien Oui, la référence, ça, euh, exactement. Complètement. ouais. Complètement. Au final, je pense que ce que tu disais plutôt, le plus important, c'est de construire le projet, en fait. Et ça, c'est souvent la plus grosse difficulté aussi. C'est que les étudiants, moi personnellement, c'est ce que j'ai pu faire aussi, mais on se lance dans les études supérieures sans vraiment savoir ce qu'on va faire, sans projet, Mm, sans mm, mm, vraiment des idées spécifiques, on n'a pas d'expérience professionnelle, on ne sait pas à quoi ça, enfin, on ne connaît pas vraiment les domaines. Et en fait, bah, on se le disperse fait, en fait, ouais, on se exactement, disperse, et puis c'est une charge, enfin si tu veux, ça crée un stress très très important, et c'est pour ça qu'on a autant d'abandon à l'université. Parce qu'en ouais, fait, si t'as pas de cap, tu vois, si t'as pas de direction, t'avances, mais tu sais pas dans, tu brasses du vent, enfin, tu fais des efforts parce que moi j'en connais beaucoup, enfin si tu veux, moi je peux comparer, enfin tu vois, j'ai deux étudiantes là dans mon entourage qui ont fait médecine. Sur le papier, il y en a une, elle avait, tu sais, les genres de 21 sur 20 de moyenne, tu sais, là, avec les ouais, options, etc. L'autre, c'était plus, tu vois, elle a eu autour de 16-17 au bac, hein. Cette deuxième élève, elle a fait, voilà, elle est en quatrième année, voilà, elle vise cardiologie, ça a toujours, elle a une direction, un cap. Et la première, ben, elle a fait ça parce que comme elle a toujours été brillante, tout le monde lui a dit médecine, 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 médecine. Elle n'avait pas d'idée précise et quoi, elle a hésité, etc. Et si tu veux, tout ça fait que bah, elle sait qu'elle est brillante, elle sait qu'elle a des capacités de mémorisation, donc elle va dans ces filières très, tu vois, très, très difficiles. Mais si tu veux, elle n'a pas cette boussole. Et je le vois, et elle s'est mhm, bah, elle est toujours en médecine, mais elle a vraiment galéré. C'est au prix de, voilà, de redoublements, de phases très difficiles mentalement. mhm, Donc, c'est très, très important d'avoir ouais, à 16 ou 17 ans, on ne peut pas attendre que l'étudiant il ait déjà son plan de carrière hyper ficelé. Mais tu vois, de savoir un peu des domaines et ce domaine-là, quel type de métier ça. Et bien sûr, tu vas réorienter les choses au fur et à mesure. ouais. Mais d'avoir une idée de la filière, des différents métiers, comment y arriver, les passerelles possibles, c'est, enfin, Ouais, si tu veux, la déjà, tu as une connaissance. visibilité, tu te dis, voilà, Ouais, ouais, j'ai le temps, là, j'ai 2 ans pour réfléchir, mais je sais que ce c'est sont ça. mes options. En troisième année, je pourrais aller là, Mm, là ou là, ouais, etc. Et au contraire, il y a aussi beaucoup d'élèves qui sont très, très doués, ou qui reçoivent une pression de leurs parents, etc., et qui se lancent dans des ouais. filières du type, je sais pas moi, médecine, droit ou autre chose, n'importe quoi, hein. Chez nous, c'est vrai que ça, Ouais, tu sais, c'est architecte, le ouais, rêve, c'est ingénieur, tout ça. avocat, Ah ingénieur, bon? avocat, médecin, c'est ça, c'est Voilà. ça. Et puis l'élève, bon, il y va, il a des facilités, il travaille, mais Ouais, voilà, au bout de 3, 4, 5, à la fin du cursus, il se rend compte qu'en fait, il a jamais voulu c'est faire ça, ça, en fait. Il se c'est rend compte ça. à la fin qu'il a jamais voulu faire ça et que maintenant, il se retrouve avec la pression des Ouais. parents, sociale, j'ai fait ça pour rien, Et parfois une pression et je déteste financière ça. aussi. Ouais. Parfois une pression financière parce qu'il y a eu des coûts engendrés par rapport à ça, effectivement. Et là, c'est quand même fondamental. Maintenant, en fait, je pense que ce qui est le plus important, alors le point que tu soulèves, il est vraiment, vraiment très, très juste. Et je pense qu'on en a tous autour, hein, des personnes comme ça qui, au bout de 5 ans, 10 ans, se disent, bah, c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Mais ça, je pense qu'il faut l'accepter aussi. Tu vois, ça fait partie du processus. Quand bien même tu aurais un projet qui est quand même assez bien ficelé au départ, parfois, tout simplement, tu changes. Parfois, il y a des rencontres. Parfois, d'être sur la réalité du terrain et puis de te rendre compte de ce que c'est réellement, même si on t'avait prévenu. Alors, avoir les connaissances, si tu veux, la connaissance, pour moi, c'est capital dans tous les domaines, de savoir où tu vas, comment, etc. Par contre, de développer des capacités, tu vois, cette capacité de résilience, qui fait que tu vas savoir rebondir au cas où tu fais face à un échec, ou au cas où finalement tu te rends compte que ça te plaît pas, ou te dire c'est pas fini, c'est pas grave, on recommence, tu vois, tu as déjà cette méthode, cette feuille de route, comment on va s'y prendre. Là, tu vois, je pense que c'est super important. Donc, si tu veux, la feuille de route au départ, elle est très importante, mais aussi savoir que si tu veux, j'entendais une personne très, très intéressante là récemment qui disait, voilà, il n'y a pas un chemin, il y a des chemins, tu vois. T'as peut-être une finalité dans ta vie, mais tu as des chemins pour y arriver. Je pense qu'il faut en être conscient et puis accepter un moment que, bah, ok, c'est pas cette voie-là, mais c'est cette voie-là. Ouais, ouais. Tu vois, moi, j'ai une élève.
Je ne sais absolument pas pour quelle raison. Quand elle faisait, tu vois, c'est une jeune fille qui est devenue assez proche après, quand on faisait le programme ZEP Sciences Po. C'était une des meilleures étudiantes. Enfin, moi, je la connaissais pas en tant qu'élève, je l'ai connue parce que j'étais dans le jury. Remarquable. Je veux dire, elle a scotché tout le jury et tout. Mais je ne sais pas pourquoi. Après, pour l'oral, moi, j'étais dans le jury d'admissibilité. Mais après, pour l'admission, je ne sais pas. Qu'est-ce qui a fait qu'elle n'a pas été prise, hein. Parfois, il y a des paramètres, hein, je t'ignore. Elle a très bien accepté. Elle a fait ensuite des études plutôt scientifiques. Elle a fait des neurosciences qu'elle n'aurait pas fait en plus dans le programme dans lequel elle s'engageait. Elle a eu une bourse pour Cambridge. Tu vois, elle est en France. Elle avait eu un partenariat avec le CNRS, bourse pour Cambridge, etc. Enfin, si tu veux, elle a fait des choses vraiment exceptionnelles derrière. Voilà. En fait, c'est vraiment se donner les moyens d'atteindre ton objectif, faire le maximum. Mais ensuite, tu as fait le maximum, ça passe pas, c'est pas grave. Tu vois, tu as ces ressources-là, cet apprentissage t'a appris beaucoup de choses et tu vas le réinvestir dans autre chose pour arriver à quelque chose, à un projet qui va te plaire malgré tout. Non, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Et du coup, tu penses que c'est à partir de quel moment qu'on doit se poser ce genre de questions, voilà, où est-ce que, qu'est-ce que je vais faire, etc. C'est quoi le moment? Est-ce qu'il y a un moment idéal? Ou est-ce qu'on commence à Tu préparer vois, son... et là, c'est là où je vois vraiment la grosse, grosse, grosse différence, tu vois, selon les milieux sociaux, selon les domaines. Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, par exemple, si tu veux, j'avais des étudiants, enfin moi j'avais des élèves, moi je commence à accompagner à partir de la première. Parce qu'avant ça, je trouve que les élèves, ils doivent quand même, tu vois, développer eux-mêmes leur résilience, encore une fois, par rapport à l'échec. Ils doivent essayer de se connaître, de développer leurs outils. Et puis, mais j'arrivais, enfin, si tu veux, en première, je commence à. Enfin, j'ai des étudiants qui avaient déjà 3 stages, 2 summer school, une aux States, une au Royaume-Uni, enfin, si tu veux, par rapport à d'autres étudiants bah, que j'avais eu par le passé ou qui, en terminale, arrivaient au mois de enfin, souvent avec Parcoursup en janvier, ou limite à la limite de Parcoursup pour les mi-mars, quand tu vois, ça va fermer, bah, qui n'ont toujours pas d'idée du tout du domaine, de quoi, quelle université, quelle est la différence entre une université, une classe prépa, ou un BTS, un BUT, ou enfin, si tu veux, c'est là où je vois vraiment la différence. Alors, sans tomber sur le côté voilà, pression et tout ça. En fait, déjà, il faut écouter l'enfant. T'en as, ils sont, tu vois, très matures, très tôt. Il faut vraiment écouter l'enfant. Si tu sens qu'il a envie, qu'il prend, c'est dommage de passer à côté de ça. Donc ça, il faut vraiment l'accompagner, aller voir dans ses intérêts, comment tu vas pouvoir développer ça. Par exemple, il est intéressé par le numérique ou pourquoi pas un stage de coding, et puis après, il va parler avec des personnes. Et puis moi, ce que j'encourage, c'est aller peut-être voir des professionnels qui sont dans le domaine. Alors souvent, quand on n'a pas le réseau, c'est pas grave. Les professionnels, souvent, ils sont très, très ouverts. Envoyer un petit mail. Mais je serais très, très intéressée par en savoir plus sur votre domaine. Est-ce qu'on peut faire une interview? Tu vois, donc se renseigner, interroger des professionnels. Euh, Et là, à et cet âge-là, puis, ça va être la responsabilité des alors parents. là, Hmm. oui, alors ça va être les parents. Moi, j'encourage souvent le jeune à le faire, mais souvent, les parents peuvent accompagner à faire ça, évidemment. Euh, et ça, si tu veux, comme je te dis, il n'y a pas vraiment d'âge dans le sens où si tu vois que tu vois, ton enfant a ses aspirations, a cette appétence, fais-le quand tu le sens prêt. Peut-être pas à 12 ans. À 12 ans, faire des interviews avec des professionnels, peut-être pas. Hmm. Mais faire des stages, par exemple, tu vois, des cours, souvent avec des assos. Il y a plusieurs assos qui proposent ça. Ça, je trouve que ça peut être très intéressant. Donc, ça peut être 12 ans, 13 ans, 14 ans plus tard. Mais définitivement, en seconde, là, il faut vraiment se poser. Là, il faut vraiment se Hmm. poser. Et moi, ce que je dis C'est souvent, bien sérieux. c'est le moment où il faut avoir la conversation avec son enfant. Ouais. Pour moi, c'est la seconde. C'est pas un truc Parce à faire en 5 minutes. Tiens, tu peux faire ça si t'intéresse. Oui, bon, bah, c'est le bouclier. Allez, tu vas faire médecine. Mon c'est fils, il veut ça, faire c'est médecine, ça. c'est terminé. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il va être cardiologue, ça, je le sais. Et puis, mais parce qu'en fait, si tu vas en seconde, tu as aussi le choix des spécialités, tu vois, qui va être important quand même. Ouais. Puisque maintenant, en première, les élèves doivent choisir 3 spécialités. Et en terminale, ensuite, ils en conservent 2. Donc, déjà, en seconde, tu vois, c'est quand même très important de le faire. Et puis après, un moment pour moi qui est assez critique aussi, c'est la fin de la première. La fin de la Hmm. première, enfin, notamment, encore une fois, hein, moi, je parle avec ma casquette euh, de coach en admission internationale.
parce que si tu postules pour l'international, souvent, il y a beaucoup de filières, d'universités, de cursus où septembre, octobre, c'est fini, quoi. Tu vois, Ouais. septembre, octobre de la terminale. C'est-à-dire que tout se fait en été. Donc, moi, je dirais que seconde, c'est important, voilà, de se poser. Et puis après, première, définitivement, fin de la première, là, c'est Ouais. vraiment. Voilà. Ouais, il y avait un Ouais. élève qui m'avait. J'étais dans un lycée international. Donc, c'est mes parents qui m'avaient poussé à. Qui avaient fait en sorte que je sois dans mon lycée de secteur et que j'ai pu intégrer un très bon lycée, alhamdoulilah. Et moi, ce qui m'avait vraiment étonné, et je me rendais pas compte sur le coup, mais là, avec le recul, je trouve que c'était. En fait, voilà, ça devait être voilà, les parents et puis les élèves eux-mêmes. Ils étaient vraiment les top élèves, en fait, surtout un en particulier. Je l'ai appris à la fin, enfin, vers la fin de terminale, que depuis voilà, le début du lycée, le mec, il aimait trop les maths. Il s'était inscrit dans un club de maths à l'ENS qui était à côté de l'école. Il allait une fois par semaine, voilà, il se faisait suivre et tout. Il se préparait pour les Olympiades, etc. Et ça, il le faisait à côté, tu vois. Et C'est derrière, ça. il était Tu as tout super un bon. système. C'est ça, Voilà, tu as tout t'as un un système parallèle, système. en fait, Ouais, c'est et, ça. et tu te Ouais, rends pas compte. complètement. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis et tes parents, je pense que c'est super, tu vois, ils ont eu cette sensation que le lycée international, pour toi, ça va être le lycée qui allait t'apporter. Mais si tu veux l'apprentissage, et c'est pour ça que je trouve que enfin, c'est génial d'être dans ces univers, tu vois, très divers, que ce soit socialement, ethniquement, culturellement, ça t'apporte tellement. Mais parce que si tu veux, la, la montée en compétences, je dirais, en connaissances, en compétences, etc., elle se fait autant par le professeur, l'enseignement, etc., que par les autres, en fait. Et parfois, ça peut être, tiens, ton camarade, il a fait un stage ou il a fait des... Tu vois, ta connaissance de choses qui se font, qui se pratiquent, mais ça peut être aussi tout simplement, ah, tu vois que ton camarade, il est hyper bien organisé, il planifie tous ses devoirs, ils sont... Enfin, la préparation de ces révisions, elle est déjà dans le calendrier dès que la date des examens, elle est connue, par exemple. Et effectivement, tu as comme je ne vais pas dire un système parallèle, mais enfin, quand les parents me disent, ah, mais les profs et tout, enfin, tu vois, moi, je suis prof, jamais je vais te dire, ah ouais, non, les profs, ils font pas leur boulot. Enfin, tu vois, quand tu es prof, tu as 35-36 élèves dans une classe, tu dois les préparer pour le bac, 35-36 élèves qui n'ont pas les mêmes niveaux du tout, certains qui sont en grande difficulté, certains qui sont très très bons, etc. Et donc, toi, ta mission principale, c'est de les amener jusqu'aux examens, en fait. Donc, forcément, si tu veux, ce projet très particulier de l'enfant qui veut se spécialiser dans la physique quantique ou enfin tu vois les profs ça peut être une discussion rapide de couloir mais il pourra pas beaucoup aller plus loin et donc c'est pour ça que pour ce type d'étudiants et moi j'en vois plein hein, c'est la majorité des étudiants que j'accompagne depuis effectivement la seconde là ils font plein de projets en fait ils participent à des concours d'innovation de robotique Mais souvent, ça, c'est euh, des choses qui sont gratuites, hein. C'est des programmes qui sont offerts par les écoles, par les alors, associations, gratuite, il y souvent. a des choses gratuites où il y a des choses qui sont vraiment pas chères aussi. Tu vois, moi, j'ai une étudiante qui est passionnée par l'histoire de l'art, qui veut travailler dans les collections, etc. Et là, comme je te le disais, moi, quand j'accompagne sur la question du projet d'orientation, je leur dis, bon, voilà, il faut faire ça, ça, ça dans ton dossier. Voilà les pièces dont tu auras besoin. Toi, peut-être que là, il te manque un peu ces connaissances-là, ou là, ça peut être... Et là, tu vois, je lui ai fait toute une liste et là, j'ai découvert d'autres programmes dont je n'avais pas connaissance, mais par exemple le Louvre, tu vois, ils ont des cours en auditeur libre, ça coûte vraiment pas grand-chose, où tu peux t'inscrire à l'année, et puis t'as des cours en ligne sur certains courants spécifiques, puis après, tu as les cours d'été, etc. Donc Ça, c'est parfois, si tu exceptionnel, veux, ça, c'est incroyable. Enfin, en fait, on se rend pas compte. C'est. non, on ne se rend pas compte, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, je te dis, pour le Louvre, tu as, l'équivalent dans plusieurs domaines. Ce qui fait que, certes, ça peut être bien. Moi, en l'occurrence, cette jeune fille, comme je te disais, elle est très intéressée par les collections, etc. Donc, certes, je vais proposer aussi un stage de 3 jours de conservateur, de commissaire de collection dans tu vois, une grande maison. Donc, ça, c'est 3 jours avec des... OK, tu fais ça ou tu fais pas ça, tu as beaucoup aussi d'autres choses. Ben, tout ne passe pas par des summer schools, dans des universités. Et puis souvent, enfin, le fait de voir, enfin, de développer déjà ses compétences et d'aller plus loin. Enfin, par exemple, je disais l'exemple de cet élève qui
qui aimaient bien les mathématiques et qui, du coup, allaient plus loin, s'inscrivaient dans des Ouais, clubs et tout. ouais, Voilà, ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça permet de développer plus ses compétences et en fait, bah, si c'est trop simple à l'école, et ben, on va plus loin et on développe quelque chose, une valeur ajoutée pour un tout à dossier plus fait. tard. On ne sait pas quand, mais ça sera Tout à là. fait. C'est Et, toujours euh, ouais, hyper et, intéressant. et puis le fait aussi d'avoir la possibilité de voir les gens. Enfin, des fois, on a des idées de ce qu'on veut faire, on n'est pas trop sûr. Allez, je veux faire avocat, peut-être, voilà, c'est prestigieux, je Mm, sais pas. Mais on ne sait pas à quoi ça ressemble dans la vie de tous les jours. mm, Et, mm, mm, mm. euh, et c'est vrai que le fait d'avoir, si on a la possibilité de pouvoir voir ou de s'imaginer, moi j'aime bien, maintenant, quand mes frères ou bien des gens que je connais me questionnent sur leur orientation, j'essaie aussi de les projeter un peu sur la vie, à quoi ça ressemblera quand ils travailleront. Est-ce que, voilà, des fois, il y a des métiers qui sont plus ou moins intenses, des métiers où il y a plus ou moins de stress, des métiers où on va t'appeler le week-end, on va t'appeler le soir, des métiers Ouais. où la vie de famille sera compliquée en termes d'équilibre, ça c'est quelque chose que tu veux. Donc il y a plein de paramètres qu'on se pose pas comme question quand on est au lycée, par exemple. Ouais, et ça, c'est un truc, tu vois, ça, je pense que c'est vrai, c'est un point très, très important d'envisager toutes les dimensions de ces métiers qu'on peut idéaliser parfois. J'en connais plein, enfin, j'ai bien me disant, ah, je vais être trader. Ok, je vais être trader, je vais être dans la finance. Tu vois, ils voient le côté, voilà, les bonus, enfin, tu vois, ok, mais est-ce Ouais, que tu as conscience vraiment de ce que c'est le métier de trader? Ok, la finance, ça t'intéresse, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers? Parce qu'il y a pas que le trading, en fait, il y a aussi d'autres domaines qui peuvent aussi être intéressants aussi pour toi. Est-ce que tu as vraiment connaissance de la réalité de ces métiers-là? Et ça, en France, à part dans certaines écoles, tu vois, où encore une fois, ça passe un peu par le réseau, c'est presque des associations de parents, en fait, qui vont mettre en contact les élèves euh, avec certains professeurs. En France, je le vois pas trop. Et si tu veux, là, par exemple, j'ai une maman là, avec qui je vais discuter pour sa fille qui vise justement un concours dont je te parlais tout à l'heure, qui vise les SAT, donc pour faire des sciences nat à Cambridge. Donc, ils sont malaisiens. Et là, elle est dans une école privée à Singapour. Alors, elle est en full ride scholarship, hein. Enfin, si tu veux, c'est une boursière, hein. Là, elle passe tout l'été à faire du shadowing avec le gouvernement singapourien, etc. Donc, c'est-à-dire qu'elle suit des professionnels. Elle observe, c'est un stage, hein, mais c'est plus vraiment t'observes en fait ce qu'ils font et au Royaume-Uni, tu as beaucoup ça. Aux États-Unis, même depuis le lycée, en fait, euh, ça fait partie en fait de ton cursus. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop ça, tu vois, à part le stage en seconde, ce qui est un plus hein, déjà, hein. Tu as le stage de seconde qui est mis, mais c'est vrai que les stages, enfin, c'est en troisième, je c'est crois, qu'ils font les stages, non? En France, moi j'ai jamais eu de troisième. stage. Ouais, Mhm. c'est troisième. Alors, c'est peut-être c'est ici qu'ils le font en seconde. Dans les lycées français d'ici, ils ont un stage de seconde d'une semaine. Alors, peut-être troisième, là, ils le font ouais, pour la France. Mais souvent, c'est fait comme ouais, Pas un le truc à truc faire, quoi. obligatoire à faire. Ouais, ouais. Voilà, tu le fais Mhm. parce qu'il faut le faire, quoi. Genre, c'est pas. Euh, et euh, et c'est vrai, j'entendais un jeune justement qui disait ça, quelqu'un enfin, qui a eu un parcours brillantissime, puis en plus qui te dit dans ce truc-là, c'est que souvent le stage, ben, tu le cherches un peu en dernière minute, et puis quand tu n'as pas de réseau, bah, tu te retrouves à faire un stage dans la mission locale du coin, ou dans, enfin, tu vois, c'est très, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de l'importance de ces stages-là, et de vraiment faire des efforts, voilà, pour aller solliciter peut-être des associations, des structures, des professionnels, vraiment pour faire de ce stage un moment important pour le jeune dans la connaissance tu vois, des compétences importantes euh, de certains métiers. Ouais. Bon, bah, écoute, je pense que c'est des très bons conseils. On arrive à la fin de l'interview, Monia. Je te posais quelques questions de fin, mais avant ça, est-ce que tu as une dernière chose que tu voulais ajouter ou on a fait le tour, tu penses? Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, enfin, si, forcément. Enfin, si tu veux, moi, je suis convaincue. J'en étais convaincue avant, mais après, encore une fois, tu vois, moi, par rapport à mon background, ça faisait pas partie. Je passais toujours pour celle qui était pas contente, qui voulait aller voir ailleurs, qui était pas. C'est pas que j'étais pas satisfaite. Moi, je suis consciente que j'ai passé
voilà, très belle enfance, avec des choses simples, etc. Mais tu vois, j'avais un peu cette intuition, ce sentiment que il y a des choses qui se jouaient aussi ailleurs. Et puis, j'en suis encore davantage convaincue maintenant hein, que euh, l'international, ça ne veut pas dire qu'on va s'expatrier pour toute sa vie ou quoi que ce soit, mais l'envisager à un moment ou un autre, que ce soit un semestre, que ce soit une année, que ce soit, tu vois, une partie des études, je pense que ça donne tellement de compétences, mais surtout tellement de sagesse, tu vois. Ça te permet de relativiser tellement de choses, tu vois, dans le quotidien, dans qui tu es, de tes forces. Vraiment, si vous envisagez l'international, mais que vous vous dites, ouais, ça va être compliqué, ou c'est trop cher, ou non, je pense vraiment ça vaut la peine de laisser en haut voilà, des objectifs là, pour le supérieur, à un moment ou à un autre du cursus, il faut l'envisager. Je pense que ça apporte tellement, tellement, tellement. Et ça, je veux dire, c'est unanime. Tous les étudiants que j'ai rencontrés, souvent, ça a été le switch pour eux. Qui leur a permis de voir d'autres choses, de relativiser, d'être plus en paix avec eux-mêmes aussi. Donc, j'encourage vraiment tous les étudiants voilà, à le faire apparaître à un endroit, voilà, échange international à un moment ou à un autre. Mhm. Et puis si, ben, si vous postulez, renseignez-vous bien. Je pense qu'il y a moyen de minimiser, entre guillemets, hein, les efforts. Renseignez-vous bien sur les procédures, mais souvent, c'est les mêmes types de compétences qu'on attend dans les différents types de candidatures selon les différents systèmes. Tu vois, tu as quand même des compétences de base bah, qui sont attendus par la capacité à s'intégrer dans la vie d'une communauté, la curiosité intellectuelle. Voilà. Donc, Mhm. voilà le dernier point que je pourrais ajouter à Bah, c'est un cet très bon échange. conseil. Je pourrais pas te contredire parce que moi, personnellement, Ouais. j'ai pas eu l'occasion de faire d'échanges, mais j'ai fait des stages à l'étranger et ça a clairement, il y a clairement eu un avant et un après Voilà. avec mon expérience à Ouverture l'étranger. d'esprit, Ouais. ouais. Et puis, tu es à l'étranger, du coup, maintenant. Ouais, non, Donc, c'est sûr. ouais, Non, non, ça ouvre des portes et puis ça permet d'ouvrir l'esprit, comme tu dis. C'est ouais. difficile enfin, je pense que même nos explications, elles sous-estiment C'est ça, l'impact c'est ça, de exactement, ça. complètement. Ouais. Top. Quelle est la compétence qui t'est la plus utile au travail, enfin dans ton travail au quotidien? Et je dirais qu'il y en a plusieurs parce que je travaille quand même avec beaucoup beaucoup de personnes. Je travaille avec beaucoup de profs, beaucoup d'étudiants. Euh, les parents, qui sont souvent, tu vois, des professionnels très accomplis. Et, je dirais, je vais tricher un peu, je suis désolée, j'en donne deux. La capacité d'écoute. L'écoute, très, 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 très important. L'écoute avec toutes les dimensions, c'est-à-dire savoir se mettre aussi à la place de l'autre, comprendre d'où il est, d'où il vient, d'où il parle. Et là, la sociologie m'aide beaucoup par rapport à ça, tu vois. Tu vois, écouter, pas chercher à imposer son propre schéma de pensée. Mhm. Euh, écoute, et du coup, qui est liée la capacité d'adaptation. Je dis, moi, je Ok. bosse avec voilà, des personnes de milieux très, 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 très différents, socialement, ethniquement, religieusement, culturellement. Et savoir s'adapter, c'est aussi très important. Qu'est-ce que tu préfères dans ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Pareil, l'adaptation, le fait de travailler euh, avec des personnes issues de milieux très différents. Moi, je travaille avec beaucoup enfin, ce qu'on appelle sur le marché du travail des high profile, tu vois, des dirigeants de grandes entreprises. Et j'adore parce que, tu vois, dans leur façon de fonctionner, de travailler, même si moi je les vois en tant que parent, tu vois, il y a quand même dans les échanges, tu vois, on parle aussi de leur parcours à eux, etc. Enfin, si tu veux, j'arrive à aller grappiller, tu vois, des compétences, des façons de faire, des habitudes que j'essaye ensuite de retransmettre aussi aux élèves ou moi-même. Après, je travaille aussi j'aime tout autant, tu vois, avec des personnes très, très simples, tu vois, qui veulent le meilleur pour leurs enfants, mais, tu vois, qui sont dans des emplois ou qui n'ont pas d'emploi. Et donc, j'apprécie beaucoup travailler avec cette diversité de la population et aussi culturellement. Donc, tu vois, comme je te disais, avec voilà, des Libanais, des Malaisiens, Anglais, Français, ça, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Génial.
Est-ce que tu as des routines au quotidien qui t'aident à progresser et à garder l'énergie? Les routines quotidiennes, si tu veux, comme je te le disais, je pense qu'il faut vraiment se considérer, enfin, si tu veux, faut pas se dire, voilà, je travaille, il faut que je sois concentrée, et puis, enfin, si tu veux, visualiser que son cerveau. Enfin, tu vois, on est des êtres complets. Donc moi, j'essaie vraiment de travailler sur cette dimension holistique. Donc à la fois, comme je te disais tout à l'heure, le corps, le cœur et, euh, euh, et la tête. Donc, tout tourne autour de ça finalement. Si tu veux, au niveau du corps, bien manger, faire du sport. Je fais du Mhm. sport régulièrement, tu vois, trois fois, 4 fois par semaine si je peux. Euh, voilà, manger, j'aime bien faire du intermittent fasting. Et puis voilà. Le cœur, bah, bien sûr, tu vois, tous nos actes tu vois, de spiritualité, et puis euh, voilà, pour trouver cette paix, et puis savoir relativiser quand ça va bien, savoir redescendre enfin, relativiser quand ça va pas bien, et savoir redescendre quand ça va très bien, tu vois, encore une Ouais. fois, et c'est, t'enflamme pas, hein, Mhm. t'as l'impression que tout est vert, non, voilà, on redescend, on se calme, on avance, donc voilà, et puis après au niveau de la tête, voilà, focus, concentration, ça j'essaye de les travailler avec, bah, si tu veux, comme je suis quelqu'un, je réfléchis beaucoup, 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 j'ai beaucoup d'idées, plein, plein, ça a été beaucoup un challenge. Donc dans les routines, tu vois, pour mon focus, ma concentration, la planification, c'est majeur pour moi. Je travaille même avec une personne pour ça. Tu vois, on se retrouve une fois par mois et puis on fait vraiment la planification de mon activité sur le mois qui vient, le trimestre, l'année. Et puis un peu autour de ça, il y a un outil que je trouve très très intéressant. Ça, je le fais avec un groupe d'amis en fait. On se retrouve une fois par trimestre à peu près. Euh, il y a deux types d'activités qu'on fait. Ça, vraiment, je trouve que c'est un outil qui est très bien. On pose nos objectifs, tu vois, et puis on les écrit, et puis on les visualise, tu vois. Puis on essaie d'avoir l'énergie pour visualiser quels pourraient être les obstacles qu'on pourrait avoir, et puis, tu vois, poser tout ça. Et donc, voilà, tu vois, faire ce travail régulièrement, tous les trimestres, par exemple, ça peut être plus, hein, tu vois. Mais, et puis, utiliser aussi l'écriture, euh, tu vois, écrire les choses pour visualiser, pour se projeter dans l'avenir, je trouve ça super, super utile. Moi, ça m'a beaucoup apporté. Top. Je pense que c'est des bons conseils. J'essaie aussi d'écrire un petit peu mes objectifs et c'est vrai que c'est très important, ne Important, serait-ce ouais, que pour déployer revenir derrière, se dire voilà, ça. qu'est-ce que j'ai pu accomplir, etc. Ça. Où est-ce que j'ai des lacunes, où est-ce que je peux Ça plus donne un travailler. sentiment, ouais. Ouais. Ça donne un sentiment aussi de satisfaction. Ça peut réduire l'insatisfaction parce que parfois, tu es un peu stressé. Tu te dis, ah, Mhm. punaise, j'ai rien fait, etc. Puis finalement, quand tu reprends tes objectifs, tu vois, oh, non, finalement, ça va. Tu vois, j'avais noté ça. Et puis encore une fois, ça revient, tu vois, ce que je te disais tout à l'heure, c'est un peu travailler sans boussole aussi. Quand tu écris pas, peut-être t'avances, mais tu as l'impression que tu n'as rien fait parce que tu n'as rien noté de tes objectifs et tu disperses, tu papillonnes. Alors que quand tu les notes, ça te permet d'avoir un focus précis sur, par exemple, 3 grandes missions. Si tu as le temps, tu en fais plus. Mais sinon, tu as ces 3 missions et au moins, tu as la satisfaction de les voir s'être réalisées. Et puis, éventuellement, si ça ne s'est pas réalisé, comme tu le disais, aller voir pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que je peux faire pour quand même atteindre cet objectif-là. Donc, ouais, non, ça apporte beaucoup, effectivement. Génial. Est-ce que tu as une recommandation de livre que tu as peut-être lu récemment ou qui t'a marqué? Bon, je ne vais pas faire des recommandations de livres, on va dire, spirituels. Je pense que tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres invités qui pourront être beaucoup, beaucoup mieux placés que moi pour ça. Euh, moi, j'aime beaucoup des qui m'ont marqué. Bon, moi, je suis passionnée de sociologie de l'éducation, donc tous les ouvrages de Bourdieu ou après. Bon, Bourdieu est très compliqué à lire, hein, très, très, très complexe hein, à comprendre. Mais tu vois, dans les étudiants de Bourdieu qui sont devenus de grands sociologues après, si tu veux, moi, il y a un livre qui m'a marqué, qui m'a même. Tu sais, comme je te le disais, quand j'étais en première, je me souviens quand j'ai découvert la sociologie, la sociologie, ça m'a bouleversée, vraiment. Et il y a un livre qui m'a beaucoup plu, c'était 80% au bac et après. Ça a été notamment dirigé enfin, écrit par Stéphane Beau. Mhm.
Beau et Pialou. Pialou, je crois qu'il avait coécrit, enfin, ils ont écrit des livres ensemble, mais en tout cas, Beau, Stéphane Beau. Et après, en fait, Stéphane Beau, tu vois, il montre la trajectoire d'enfants d'ouvriers, enfin, d'enfants de milieu populaire, euh, au bac, puis ensuite à la fac, souvent avec les échecs, etc. Et il montre que c'est pas, que souvent on prend ça comme un effet, enfin, comment dire, une faute individuelle, en fait, un échec individuel, alors qu'en fait, c'est une structure qui a, qui ne nous a pas permis de réussir. Et si tu veux, suite à ce livre-là, qui moi m'a bouleversé, un jeune a été vraiment bouleversé parce que ça lui a permis. Et il a écrit à Stéphane Beau, et ils se sont écrits beaucoup de correspondances, ils en ont fait un livre, tu vois. Et ça s'appelle Pays de Malheur, où ils reviennent sur le parcours de ce. Donc, ils l'ont surnommé Younes Amarani, c'est pas son vrai nom, mais. Et donc, Pays de Malheur aussi, c'est un livre que je trouve hyper intéressant sur la sociologie. Ça s'appelle Voilà. comment? Pays de Malheur, Pays de Malheur, Ah, Pays de malheur, ok. Pays de Malheur, ouais. Donc, tu as Euh, deux livres, tu as Pays de malheur et tu as 80% au bac et après, Ouais, c'est ça? alors notamment, notamment, on va se dire que je suis une fan de Stéphane Beau, mais c'est que, en fait, si tu veux, c'est ce qui m'a introduit à la sociologie de l'éducation notamment, de la stratification sociale. Enfin, ça m'a beaucoup intéressé, le travail sur les classes ouvrières, etc. Mais pour quelqu'un qui s'intéresse à la sociologie, je pense que ça peut être des ouvertures un peu sympas. Euh, Tu vois, il y a un livre qui a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé là dernièrement. Ben, enfin, que j'ai beaucoup aimé, je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai lu en diagonale, mais je ne me suis pas plongée dedans. Comment ça s'appelle déjà? C'est, tu sais, La France, tu l'aimes et tu la quittes. Ah oui, j'ai fait une Ouais, interview récemment avec une personne qui a participé à la recherche. Ouais, avec une des étudiantes, c'est ça? ouais, ouais. Ouais. Et en fait, le livre, il est très intéressant. Et moi, dans le livre, j'ai retrouvé beaucoup des constats que j'avais trouvés. Alors, même s'il y avait un différent, enfin, si tu veux, moi, Stéphane Beau, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui et puis sur la question de est-ce que c'est la dimension finalement religieuse qui va, euh, qui va faire que tu trouves pas ta place ou est-ce que c'est une question sociale? Enfin, si tu veux, voilà, voilà, on va pas rouvrir parce qu'il y a tout un débat parmi les sociologues sur est-ce que c'est une question sociale, est-ce que c'est la question raciale, est-ce que c'est la question religieuse, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est un peu dans cette mouvance, tu vois. Enfin, c'est un peu le même type d'approche, de démarche, en tout cas, Ouais. pour ceux qui auraient lu ce livre-là. Bon, voilà, c'est beaucoup plus ancien, hein. Moi, je me souviens, c'était au début de mes études que j'ai lu ça, mais ça se lit encore très, très bien. Euh, voilà, c'est des livres qui m'ont marqué. Après, moi, voilà, en écho, j'aime bien beaucoup le travail de Piketty. Euh, voilà, en économie, j'aime bien aussi les travaux de Esther Duflo, française, Nobel d'économie. J'aime beaucoup, beaucoup ses travaux. Voilà. Après, sur les compétences, il y a un petit, tu vois, une collection de revues, de livres, en fait, sur les soft skills que j'aime beaucoup. En fait, c'est Harvard Business School qui publie ça. Tu vois, c'est des livres qui sont pas Ok. très grands, sur le leadership, euh, sur la pensée critique, sur l'esprit d'équipe. Tu vois, ils ont cette collection avec plusieurs compétences et puis tu en as Mhm. même des livres de synthèse sur la majorité des soft skills. Je trouve ça super, super intéressant parce que si tu veux, c'est vraiment, ils reprennent un peu toutes les études, mais un peu vulgarisées. Tu vois, donc ils simplifient les résultats des études et ils expliquent, ils prennent des exemples et tout. Ça, je trouve ça très intéressant pour des personnes qui s'intéressent aux soft skills. Désolée, tu Génial. m'en as demandé un, mais je Non, non, c'est vais pas grave, citer. hein, il y en a plusieurs pour les auditeurs et les auditrices. On pioche. Euh, Ouais. ouais, ils pourront piocher sur leur intérêt. Et enfin, dernière question, Monia, si un auditeur ou une auditrice souhaite te suivre, te contacter, avoir un suivi peut-être, prendre tes services, demander tes services pour voilà, ce dont on a parlé, comment faire? Alors, je suis sur les réseaux, parce que j'ai été très, très anti-réseau pendant très, très, très longtemps, mais bon, à un moment, il a fallu. Donc, j'ai un compte Mhm. LinkedIn, j'ai un compte Insta aussi, et puis sinon, on a le site internet qui est Skills Up, Skills, Skillsup, donc tout est collé, donc www.skillsup, du 6, orientation.com. Mhm. Ok. Là, et puis sinon, bah voilà, après, normalement, mon adresse internet, elle est sur le site aussi. Ok, bah écoute, je mettrai ça en description. Bah, elles pourront te contacter du coup sur le site ou par email, Ou, voyage, ou, voire comme je te pédagogie. disais,
Ouais, c'est Mhm. ça, je te donnerai l'adresse, mais c'est Génial. monia.skillsuporientation.com. D'accord. Voilà, avec Génial. plaisir, enfin, pour les personnes qui veulent échanger ou avoir voilà, des conseils. Alors, pas de problème, je consulte assez régulièrement mes mails. Excellent. Bah écoute, Monia, je te remercie beaucoup pour ton temps. Je pense que c'est un sujet qui, c'est quelque chose où tout le monde sait que c'est important, mais on n'a pas vraiment de méthodologie, on n'a pas Je sais pas vraiment comment, de, c'est on sait pas ça. comment faire, voilà. Et je On ne sait pense pas que les comment conseils, hiérarchiser aussi. Hiérarchiser, Mhm. qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire. Exactement. Et je pense que voilà, les conseils que tu as pu donner, enfin, tu vois, ça permet de donner des idées aux parents, aux élèves, voilà, qui prennent ça à cœur, ou même ceux Mm, qui mm. prennent pas ça à cœur, ça peut C'est peut ça. faire changer d'avis. On se rend compte que ailleurs, c'est pas secondaire comme question. Ailleurs, Exactement. ouais, c'est ça. Ouais. Et en tout cas, j'espère que ça donnera beaucoup d'idées aux auditeurs et auditrices et que ça leur sera, ça leur aura été utile. Ouais. Genre, on a deux qui te facilitent dans la suite de tes projets, qui t'aident Amine, à amine. accompagner un maximum d'élèves dans leur réussite scolaire et principalement aussi les élèves de la communauté qui peuvent avoir des besoins à ce niveau-là et même Tout tout à le monde, fait. hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis voilà. Ouais, Amine, bah, écoute, merci beaucoup à toi, Barak Laoufik, pour ton travail aussi, parce que je pense que moi, je me retrouve beaucoup dans ce que tu fais. C'est vrai que, voilà, je te remercie infiniment pour l'invitation. Tu fais vraiment un travail de qualité. Et, euh, et tu vois, cette dimension, en fait, d'échange, tes informations, puis ton risque en général, et puis il n'est pas à toi, en fait. Tu es là, euh, t'es là pour partager, pour aider les autres. Euh, donc, euh, donc j'apprécie beaucoup et je me retrouve beaucoup dans le travail que tu fais. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et pour ce moment. Euh, D'habitude, c'est moi qui pose les questions. C'était sympa aussi d'être de l'autre côté. Écoute, Monia, je te remercie encore. Je te souhaite un très bon week-end. Là, on est samedi au moment où on enregistre. C'est Et je ça. te dis à très vite, Inch'Allah. Salam Merci, alaikum. Rafik. Toi aussi. Salam alaikum. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec 3 personnes de ton entourage, à nous laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast et à invoquer Dieu pour qu'il bénisse cette initiative. À bientôt.